Alors, l'euro sous la parité avec le dollar, c'est maintenant une réalité depuis quasiment 15 jours. On était encore sous les 99, comme on dit en Suisse et en Belgique, sous les 0,99. Hier, on est passé au-dessus aujourd'hui, mais on est sous la parité. Ce qui est évidemment une mauvaise nouvelle, on l'a largement dit, pour le pouvoir d'achat des Français. Mais c'est une excellente nouvelle pour toutes ces boîtes françaises qui sont très exportatrices et qui facturent, qui facturent leurs produits en dollars. Bonjour Thibault. Bonjour David. Thibault Prévet, donc directeur général adjoint de la financière Arbevel. On rappelle les chiffres, 13% de glissade de l'euro face au billet vert depuis le début de l'année. Question personnelle à réponse, et après on parle de ces boîtes qui en profitent, mais on se dit que ça peut être un plancher où personne ne sait, parce que... Et est-ce que cette glissade, elle est excessive aussi, par Alors, rapport au billet vert? Dollar qui est fort d'ailleurs, ouais, face à beaucoup de vous devises. avez raison de le dire, c'est plus l'euro qui en fait subit la force du dollar qu'un euro qui serait lui-même faible, ce qui n'est pas complètement réel, puisque le dollar monte contre tout, sauf certaines monnaies sud-américaines. Il y a deux sujets. Le premier, c'est que on voit bien que le dollar, qui est quand même très haut, ça plombe un peu les boîtes américaines. On a eu d'ailleurs des entreprises qui s'en sont émues lors des dernières publications. Et en même temps, l'euro trop bas pour la facture énergétique en Europe, c'est pas très bon. Quand il y a deux zones qui sont quand même à peu près d'accord pour dire qu'il faut faire reconverger, compte tenu du fait qu'il y a parfois un volontarisme politique très fort aux États-Unis sur le dollar, on peut quand même considérer qu'il n'y a probablement pas de raison que ça aille beaucoup plus loin. Et puis, deuxième point, vous le dites en introduction, c'est quand même une bonne nouvelle pour beaucoup de sociétés, c'est pas une bonne nouvelle pour beaucoup de sociétés américaines, donc ça a tendance aussi à rééquilibrer les économies et donc naturellement à se résorber. C'est pour ça qu'en dehors de certains pays très en difficulté, assez mineurs, on a souvent plus des oscillations sur les grandes monnaies que des tendances droites. Et donc c'est vrai que quand c'est très bas, on peut s'interroger pour savoir si le gros du chemin n'est pas fait. Donc c'est bon pour le CAC 40, et en même temps, c'est pas ça le CAC 40 qui est largement dans le rouge depuis le début de l'année, donc quelque part l'effet de vis pèse peu face à la crise énergétique, face au risque de récession en zone euro. Ah, déjà, il faut savoir où est la poule et où est l'œuf. C'est-à-dire que si il y a une baisse de l'euro, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de capitaux qui sont allés dans cette crise, qui est une guerre entre autres, vers l'endroit où on va dans ces cas-là, c'est-à-dire les États-Unis. Donc si les gens fuient l'Europe pour aller vers les États-Unis, il est sûr que ça n'aide pas boursièrement puisque c'est plutôt des capitaux qui sortent. D'autant que l'épicentre de la crise géopolitique est en Europe. Exactement. Et puis, il est vrai aussi qu'on est dans des phases qui sont quand même assez musclées en termes de marché et que cet impact de devise, il est significatif, il faut le connaître. Il n'est pas toujours massif parce qu'il est vrai que l'Europe, comme les États-Unis, ont quand même tendance à avoir des productions qui sont plutôt faites en Chine et des ventes qui sont faites dans leur pays, et que les interconnexions entre les deux zones en termes de production sont moins fortes qu'avec la Chine ou d'autres pays. Donc c'est vrai que ces effets sont importants, mais par rapport à la violence des chocs qui ont eu lieu cette année, ça reste quand même aujourd'hui encore peu significatif. Thibault, qu'on comprenne bien les gains, encore une fois, comment ça fonctionne, quels sont les types de gains dont vont bénéficier les grandes valeurs du CAC 40 ou du SBF 120 dans leur compte. Il y a parce qu'elles vendent en dollars, donc c'est des profits qui sont faits en dollars qui sont mécaniquement convertis en euros et donc à une meilleure parité. Ouais, alors il y a trois types de gains qu'on peut citer, qui ont différentes importances et qui sont d'ailleurs différemment appréciés par les marchés financiers. Le premier, qui est le plus simple, c'est vous avez une filiale aux États-Unis. Elle produit aux États-Unis, elle vend aux États-Unis, elle a un bénéfice en dollars. Quand le dollar monte, une fois que vous le ramenez dans vos comptes de résultats en Europe, ça vaut plus. On peut donner l'exemple par exemple de Pernod Ricard. Voilà, qui a des activités significatives, depuis le début de l'année, ça leur fait quand même 3% de résultats en plus. C'est significatif. C'est pas colossal, mais c'est significatif. On pourrait dire la même chose par exemple pour L'Oréal, qui produit de manière locale, mais qui a quand même 25% de sa production sur la zone. Donc à la fin, ça leur fait une vraie différence. Ouais. Alors, c'est sympathique, mais ça ne crée pas de dynamique. C'est-à-dire que c'est un élément qui est purement comptable. Voilà. Ouais. On est dans une devise, ça fait un peu plus, on gagne de l'argent. Le deuxième, là où c'est un peu mieux, c'est quand on va sur des sociétés, on pourrait citer LVMH, ou ça pourrait être Hermès, qui ont des activités mondiales, mais qui produisent en Europe. Et donc du coup, ils ont ce biais, je produis en Europe, en l'occurrence en France, je vends à l'étranger. Donc du coup, je produis pour moins cher et je vends pour plus cher. Donc là, je produis parce que je produis en euros. Parce que je produis en euros. Ouais. Et donc là, on a un gain qui est un gain de marge, puisqu'en fait, vous avez plus d'écart entre votre prix de vente et votre prix de revient. Et donc là, vous augmentez vos résultats d'une manière un peu plus forte, puisque ce n'est pas que de la translation. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ça marche pour les VMH et pas pour d'autres? Pour une raison principale, c'est que, vous l'avez dit, la baisse de l'euro fait que les matières premières sont plus chères. Donc pour des sociétés qui sont très consommatrices de matières premières ou d'énergie, vous perdez ce que vous gagnez. Si on citait par exemple l'automobile ou encore pire la sidérurgie, avec le prix de l'énergie, au global... En euros, ça coûte plus cher en euros. Voilà, les effets de bord de cette baisse de l'euro sont probablement plus problématiques que votre rôle d'exportateur qui aide. Bon, dans le cas d'une boîte comme LVMH, où il y a des marges énormes, la hausse des coûts de production ne sont pas colossales, c'est pas très énergivore, donc là on en profite vraiment. Et donc là on est dans quelque chose qui est... réellement sympathique. On pourrait citer même Esker qui a 40% de son chiffre d'affaires qui est réalisé aux États-Unis. Esker, pardon, c'est Esker, c'est des logiciels de facturation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une société qui en profite beaucoup, qui fonctionne très bien et qui est divisée quasiment par 2,5 en bourse depuis le début de l'année parce que c'est une société qui historiquement est très chère. Et donc dans cette période de hausse de taux, vous voyez que cet effet de gain
sur la devise reste encore assez marginal par rapport, par exemple, aux effets de taux. Puis le dernier exemple, qui est le plus probant, mais qui est en fait quelque part l'avenir et non pas le passé en termes d'effets boursiers, c'est tout simplement l'idée de la compétitivité. C'est-à-dire que si vous êtes français, que vous produisez en France, et que votre compétiteur est américain, il est d'un coup quand même potentiellement 15% plus cher que vous. Ouais. Et donc du coup, vous pouvez gagner d'autres marchés. Et donc ça peut vous créer une dynamique de long terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de comptable. Voilà, un exemple, c'est Lectra, qui est une société qui fait des machines de découpe, par exemple de cuir. Ça peut aller pour les automobiles, les airbags, ça peut être pour l'ameublement. Et bien là, vous allez pouvoir anticiper une compétitivité plus forte. Le problème, c'est que comme les contrats sont longs, ne se renouvellent pas tout le temps, pour que ça fasse effet, ça va être un sujet 2023. Ce n'est pas un sujet qu'on a encore beaucoup vu, mais c'est un sujet qui est important. Et alors pourquoi c'est important? Parce qu'il faut que ça ait aussi du sens boursièrement. Donc si on devait résumer, j'ai noté, donc il y a LVMH, L'Oréal, Pernod, Esker, Electra. Par exemple, ouais. Ça serait pour vous les 5 valeurs qui aujourd'hui profitent le plus? En tout cas, c'est des exemples emblématiques et diversifiés de ce qui sont considérés comme des valeurs exportatrices. Vous en avez d'autres dans l'énergie, par exemple, mais là, vous voyez qu'il y a des effets de bord encore en ce moment, des super profits, etc., qui sont plus compliqués à appréhender. Là, on est sur des choses, c'est simple, le bénéfice, il est net positif. Ouais. Le problème, c'est que le marché, pour l'instant, le regarde avec un mépris aimable, parce qu'il y a d'autres sujets, comme vous l'évoquiez. Ouais. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'un effet de la hausse du dollar, ce n'est pas récurrent. Donc une fois qu'on l'a fait, on ne le refait pas forcément, ou en tout cas, voilà, ça ne change pas le profil de la société. C'est pour ça que les sociétés sur lesquelles il y a un sujet de compétitivité vont plus en profiter, parce que là, on se dit que les perspectives sont meilleures. Pour un exemple de LVMH, bon, il n'y a pas une vraie sensibilité de la demande au prix. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'ils ont des concurrents et qu'il y a un problème de prix. Ouais. Voilà, des sociétés qui ont des concurrents, là, c'est plus intéressant. Et puis, l'autre problème, c'est qu'on sait aussi qu'un effet de devise, ce n'est pas de la croissance, ce n'est pas une boîte qui va bien, qui a trouvé un moyen de créer une croissance durable. Donc c'est quelque chose qui est sympathique, mais qui en fait… Qui est fragile. Qui est fragile. Vous avez vu, on peut prendre l'exemple des résultats de Biomérieux. Biomérieux a publié il y a quelques semaines, a augmenté ses prévisions pour l'année, mais il l'a augmenté sur la base d'un effet de change favorable. Et le titre a beaucoup baissé en bourse, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle, dans le langage anglo-saxon, un low quality beat, c'est-à-dire un résultat meilleur que prévu, mais pour des raisons qui ne sont pas très excitantes. Et typiquement, le change fait partie de ces raisons pas très excitantes, parce qu'une société qui a ses ventes qui progressent d'année en année, c'est une dynamique que vous pouvez extrapoler. Donc ça serait sur le gâteau. Mieux grâce au change. Il faut que ce soit la cerise sur le gâteau. Il faut que ce soit la cerise sur le gâteau. Quand Vuitton sort un très bon résultat avec un effet change, c'est très bien pris parce que ça vient au-delà d'agrégats qui sont tous très favorables. En revanche, si la dynamique n'est pas très bonne, ça n'aidera pas. Donc c'est vrai que c'est… Votre rôle à vous en tant que gérant, c'est d'identifier justement les valeurs qui vont bénéficier de cet effet compétitivité. C'est ça. Lié à la baisse du taux de change et euro-dollar. Voilà, mais c'est aussi ne pas faire de bill parce que, comme vous le disiez, la devise peut repartir dans l'autre sens. Donc si on a eu un effet favorable qui masquait le reste, si ça repart dans l'autre sens, on peut avoir même le mauvais effet qui se coule. Donc il faut intégrer les sociétés bien gérées, pour lesquelles c'est un argument, mais il ne faut pas que ce soit une part démesurée des hypothèses d'investissement et des raisons d'acheter le titre. C'est un plus qui est bienvenu, ce n'est pas suffisant. Voilà, en tout cas, voilà, on voulait vous parler donc de cet effet… de cette parité euro-dollar. On est en dessous et donc des actions qui peuvent potentiellement en profiter. Merci beaucoup. Donc explication signée Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Merci.